Alors, Abdou Diouf profite chaque fois que l'alternance approche pour inventer un complot. Tantôt, c'était les Libyens qui étaient venus à Dakar dans l'intention de créer une chaîne, et qu'on avait accusé Maître Wade d'avoir fait venir les Libyens. Maintenant, en second plan, à chaque fois, c'était autre chose. Au point qu'en 1993, avec l'appui du Parti républicain, Maître Wade arrive à obtenir un hélicoptère où nous partons encore de Paris. Avec cet hélicoptère bourré de tracts anti-juifs, qui était dirigé à l'époque, le voyage était dirigé par Samuel Sarr, qui était jeune à l'époque. Maintenant, il a pris un peu de l'âge, comme moi aussi. Quand nous sommes arrivés à Dakar, on nous a orientés à Banjul. Donc, on n'a pas pu atterrir à Dakar. De là-bas, moi, je n'ai pas voulu revenir à Dakar, parce que déjà à Dakar, au lendemain du 28 février 1988, j'avais déjà été interpellé à Médina par les policiers à l'époque qu'on appelait GMI, qui m'ont amené à la rue de Thiong, où je n'en suis sorti que parce que j'avais une carte de presse française et on m'a lâché après 48 heures de garde à vue. Et je ne tenais pas à revenir à Dakar pour encore une fois de plus être pris cette fois et mis en prison avec cette fois quelque chose de plus sérieux comme complot, tentative de complot, donc je suis reparti à Paris. À ce moment, vous étiez encarté dans le PDS, oui. très proche d'Abdoulaye Wade. Et il se trouve que c'est à cette même période de 1993 qu'il y a eu un assassinat qui n'a jamais été élucidé jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'avait dit l'opposant Abdoulaye Wade avec qui vous étiez très proche à ce moment? Bon, le problème c'est que moi, comme j'avais été très traumatisé déjà après les événements du 29 février 1988, quand je suis venu le 28 février en 1993, j'étais venu dans l'opération de l'hélicoptère et je n'étais pas revenu à Dakar. Comme on nous avait écarté vers Banjul, de là-bas j'ai continué à Paris. Parce que mon directeur de publication m'a dit que non, si je ne descends pas à Dakar, ce n'est pas la peine de descendre à Banjul. Donc de revenir, j'étais donc reparti. On m'a envoyé un billet, parce qu'on était venu dans un hélicoptère qu'on avait loué à Paris, aux frais du PDS. C'était une tentative vraiment qui n'était pas loin du coup d'État, hein, mais bon. On était tellement, comme vous l'avez dit, encarté par le PDS qu'il fallait tout faire pour qu'Abdou Diouf tombe. Donc ça c'est en 1993. Avant qu'on en arrive à l'assassinat de Maître Babacar Sèye, le PDS était déjà dans l'option de prendre le pouvoir par les armes, y compris en louant un hélicoptère qui vient avec un tract qui était destiné à être distribué à Dakar et sur le Sénégal, le territoire sénégalais. Vous n'êtes pas arrivé à Dakar, l'hélicoptère on nous a détourné vers Banjul. Ouais. Ensuite, vous avez parlé de Samuel Sarr, qui a été cité, notamment plus tard dans cette affaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Je n'ai pas suivi le dossier, Samuel Sarr. Vous n'avez pas suivi le dossier. Quels ont été ensuite vos rapports plus tard avec Abdoulaye Wade? Ils sont restés un peu distendus parce que déjà à la rue de Thiong, bon, j'avais rencontré un jeune policier qui m'avait tenu un discours assez explicite. Donc j'ai dit, bon, si je reviens à Dakar, c'est que vraiment, c'est comme si j'étais dans un complot. C'était quoi ce discours explicite? Bon, le discours était que, bon, le combat panafricain ne pourrait pas passer par Dakar en quittant Paris. Que le combat du PDS est d'abord un combat de politique intérieure. Et les éléments africains de la diaspora qui viennent à Dakar pour le combat du PDS, il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner par la volonté des politiciens qui veulent prendre le pouvoir et qui sont prêts à tuer les Sénégalais pour le pouvoir. Ça m'avait beaucoup interpellé. Donc j'étais parti avec la volonté de ne plus revenir à chaque échéance électorale. Ouais. Donc je ne suis pas venu en 1993, j'ai préféré repartir. En 1999, Maître Wade est venu me chercher. Parce que déjà avant 1999, déjà il avait accepté l'accord politique d'entrer au gouvernement, de devenir ministre d'État. Du ministre d'État. Et moi j'avais dénoncé ça à la radio et ça ne lui a pas plu.
Et non, la volonté populaire que j'ai écoutée le 29 février à Dakar ne mérite pas que Maître Wade entre au gouvernement, quelle que soit la proposition d'Abdou Diouf. C'est une trahison. Il n'a pas supporté. Donc, on s'est séparés comme ça. Et en 1999, il y a eu le courage encore de revenir. Et oui, cette fois, il y a 3 partis d'opposition. Il y a Ahmad Dansoko, il y a la LDMPT, il y a Bakili, il y a 3 partis politiques qui m'ont donné leur accord pour l'investir. Pour m'investir comme candidat unique. Donc, cette fois-ci, Abdou Diouf va être ébranlé. Et automatiquement, mon cerveau a commencé à travailler sur ce qu'on a vécu en 89. Si en 99, on arrive à un accord politique où Abdou Diouf est totalement déshabillé, il tombe, qu'est-ce qui va être la réaction de la violence policière? Donc j'ai dit, maître, j'ai déjà fait au moins 2 nuits à la rue de Thiong en 88. Cette année-là, je n'ai pas tellement envie d'aller à Dakar pour ne pas qu'on me prenne cette fois pour dire qu'il y a une insistance sur le Sénégal, donc je vais commencer à le payer en prison. Donc je préfère vous laisser partir. Et ils sont venus, Abdou Diouf a cédé. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais. L'opposant Abdoulaye Wade, qui était en quelque sorte votre ami, qui vous appelait toujours à son secours, Ouais. à les rênes du pouvoir. L'exercice du pouvoir commence. Quels ont été vos rapports? Ça m'a étonné beaucoup parce que, comme je ne suis pas venu, il a gardé rancune. Il a attendu la veille de son investiture. On m'envoie une invitation à venir à l'investiture, mais il n'y a pas de billet d'avion. Je ne comprends pas. Et comme je ne comprenais pas, j'ai fait le tour des agences de voyage en région parisienne qui offrent qui vendent les billets pour aller vers l'Afrique. Aucune agence n'a reçu l'ordre de m'accorder un billet. Donc je ne suis pas venu. J'ai plutôt cédé sous la pression d'un autre opposant de la République centrafricaine qui est venu à Paris et on lui a parlé de moi. Donc on s'est rencontrés à la gare du Nord et il m'a dit « Accompagne-moi à Bangui parce qu'à Bangui le peuple souffre ». Il a donc décomposé la situation politique à Bangui et je l'ai accompagné à Bangui pour la virer complètement dans le métier du journalisme. J'ai considéré que l'Afrique francophone, n'étant pas mûre pour faire la révolution sociale et politique, il fallait utiliser donc certains leaders pour précipiter le départ des dictatures et imposer la volonté populaire. Mais je me trompais lourdement. Parce que dans la tête d'un leader africain qui veut prendre le pouvoir, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il va appliquer la volonté populaire. Si je comprends bien, après sa prise de pouvoir, vous n'avez plus jamais rencontré Abdoulaye Wade? Non, je ne suis pas venu à Dakar. Oui, mais plus tard. Quand je reviens de Bangui en 2004, il était en train de me chercher à Paris. Le cousin d'Abdou Diouf, qui est devenu l'ambassadeur du Sénégal à Paris, qu'on appelle Doudou Diop, m'a envoyé une lettre à la maison disant « Le président te recherche ». Donc je suis parti à une soirée une rencontre entre Sénégalais qu'ils ont organisée à Paris. Et je l'ai vu là, on s'est serré la main. Il m'a dit « Il faut que tu passes à la maison de l'ambassadeur ». Donc le lendemain, je suis passé à la maison de l'ambassadeur. Le temps que j'arrive à la maison, je le vois venir dans la voiture présidentielle avec 3 ou 5 policiers français qui sont 2 motards sont déjà passés en flèche rapidement. Et il y a 3 qui sont derrière, qui étaient en train de klaxonner. Et Wade qui s'arrête avec la voiture présidentielle, qui ouvre le capot et qui crie mon nom. Dosa, Abdou Diouf est tombé. Le combat pour la démocratie en Afrique est une volonté permanente. La jeunesse africaine doit totalement prendre en main ce combat. Parce que nous avons dans les reins de nos élites cette volonté de capturer le pouvoir et de le conserver à vie.
Monsieur Doza, vos rapports avec Abdoulaye Wade ne sont pas simplement du militantisme. On a l'impression, à vous écouter parler, que c'était en quelque sorte filial et affectueux. Alors, quand on chemine ensemble avec un homme comme ça, ce n'est pas simplement pour la prise et la conservation du pouvoir, mais ça va au-delà de cela. Maître avait une technique. Il avait une technique, c'est de t'amener, d'impliquer dans le dossier, jusqu'à ce que toi-même tu sois impliqué autant que lui contre l'adversité. C'est ça qui nous a perdu la génération. Quand Francis Laloupo a sorti dans Taxéville les fossoyeurs du Sénégal, en dépeignant Serigne Ndiaye Bouna, qui était le grand milliardaire allié du chef de l'État Abdou Diouf, et qui piquait dans les caisses de la Sotiba, c'était vraiment un combat terrible. Ces hommes intouchables. J'ai parlé de Fabienne Diouf, mais personne ne savait exactement le comportement de Fabienne Diouf à Paris. C'était quoi son comportement? Fabienne Diouf venait dans une boîte de nuit dans le 16e, elle faisait sortir tout le monde pour y entrer et passer la soirée avec ses amis. Tous ceux qui ont payé les billets pour entrer dans la soirée un soir, qui n'étaient pas informés qu'elle devait venir là, sont expulsés de la salle sous l'ordre du directeur de la salle, qui a d'abord été averti par le pouvoir de Dakar de libérer la salle pour la fille du président. C'est des situations vraiment qui choquaient à une époque donnée. Est-ce que Fabienne Diouf était le seul enfant d'Abdou Diouf qui avait cette réputation à Paris, ou bien on va rapporter les frasques d'autres enfants du président Abdou Diouf? Ceux qui étaient beaucoup plus en avance, c'est Fabienne Diouf. Elle était tombée amoureuse d'un jeune Ivoirien à Abidjan, qu'elle a fait venir ici. Il a monté une société. Et elle aussi, ce garçon, est entré donc dans le système d'exploitation qui était la cooptation des... Bon, j'ai essayé de décrire le système lui-même tel qu'il a été conçu dans le livre, mais c'était la chasse à tout ce qui pouvait rapporter comme argent. La pauvreté du Sénégal, qui était à Médina et dans les quartiers populaires, ne regardait pas cette classe sociale qui, elle, vivait à Dakar, mais logeait aux Almadies, où n'avait pas accès la plus grande partie. L'époque à laquelle je fais allusion, c'est une époque où le Sénégal n'est pas comme le Sénégal d'aujourd'hui. Nous étions en 1988-89. Les époques ont changé, on a changé d'époque, mais pratiquement les mêmes pratiques existent aujourd'hui. Abdoulaye Wade, qui est votre as de cœur au Sénégal, a été notamment, non seulement lui, mais son entourage, accusé de s'être approprié les richesses sénégalaises. C'est pas possible. Lui qui a dénoncé la gabégie dans le Sopi. Le peuple réclamait la prise du pouvoir de Sopi. Comment on en est arrivé jusqu'à ce que Maître Wade devienne lui aussi un accaparateur, pour ne pas dire un gérant du système de ponction. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Peut-être à vous de me le dire. Peut-être que l'homme a changé. Ah ben, voilà pourquoi on dit le pouvoir change. Le pouvoir change, les hommes. Aujourd'hui, après ces 12 années de pouvoir de Abdoulaye Wade, je crois savoir que pendant ces 12 années, vous n'avez pas eu l'occasion de retrouver l'homme, ou rarement, ou pas du tout, en privé. Aujourd'hui, l'homme que j'avais connu dans les années 80 n'est plus celui que je vois aujourd'hui. Moi, Bernard Doza, pour lequel Abdou Diouf pour lequel
Maître Wade arrête la voiture présidentielle en plein Paris pour m'appeler. En me hélant dans la foule, je suis à Paris, je suis à Dakar. Depuis un mois, je défile chaque jour à la corniche pour mettre un mot au gardien, pour dire que je suis là. Et il n'y a personne du PDS qui passe même à l'hôtel, encore moins Maître Wade lui-même. Même pas de coup de fil. Je considère que non seulement les époques ont changé, mais l'ingratitude a pris place dans le cœur de mon ami. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez presque comme un, si on ne dit pas un fils, presque comme un frère. Vous avez bu à la source d'Abdoulaye Wade, cru en toutes ses paroles. Oui. Haï Abdou Diouf pour Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, 12 ans de pouvoir, pas de contact. Aujourd'hui, M. Doza, à un certain moment de votre vie, vous en êtes revenu aujourd'hui pour revoir, excusez-moi l'expression, cet amour de jeunesse. Oui. Et il vous fuit terriblement, ou on vous le fait fuir. On vous empêche d'accéder à cet amour de jeunesse. Et c'est cela la situation. C'est cela la situation. Et je ne comprends pas, parce que quand je suis arrivé à Dakar, la première personne que j'ai voulu voir, c'était d'abord Idrissa Seck, que j'avais connu tout jeune, président du PDS, président de la jeunesse du PDS. J'ai laissé même 2 bouquins là-bas pour dire à Idrissa que voilà. Personne ne m'a appelé. Vous n'avez... La seule personne qui m'a appelé, c'est Idrissa, c'est Badragna, qui dans le PDS était l'homme à tout faire pour Wade. C'est Badragna qui a fui le 28 février avec la liste des bureaux de vote de Dakar qui donnait à Abdoulaye Wade gagnant. C'est lui qui a fui le Sénégal en se grimant en berger peul pour traverser la frontière. Parce qu'on était tous pourchassés. C'est Badragna qui est resté fidèle. Et lui aussi, il m'a dit ouvertement que Abdoulaye Wade l'a laissé tomber. Que ça fait 2 ans qu'il n'a plus accès au téléphone d'Abdoulaye Wade. Même dans mon discours, vous voyez bien que je ne parle que d'Abdou Diouf. Wade n'est pas encore venu dans ma tête comme étant un homme qui a été récupéré par le pouvoir et qui pourrait même passer derrière le tableau pour faire la même répression, même un quart de la répression contre le peuple du Sénégal. Parce que ce peuple était prêt à mourir pour lui en 88, 89 déjà. Que s'est-il donc passé? J'avais d'ailleurs dénoncé dans le livre quand il a accepté d'entrer dans le gouvernement dans les années 80, après les élections de 93. Parce que je sentais la chose venir. M. Doza, quels ont été les rapports de Wade président avec vos autres camarades? Parce que vous étiez un trio. On ne l'a plus jamais vu. Personne ne l'a plus jamais revu. Non. Même mon ami Djibril Nying est malade aujourd'hui à Paris. Au moment où je venais ici, il était à l'hôpital. J'avais toujours dit que sur la tombe d'Abdoulaye Wade, seuls des gens fidèles qui l'ont connu dans l'opposition devaient se retrouver tous les soirs pour lui lire le Coran et peut-être déclamer quelques poèmes en son honneur. Mais apparemment, le nombre de ces lecteurs commence à diminuer. C'est malheureux. C'est malheureux. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, s'il a l'opportunité de regarder cette vidéo, puisqu'il nous suit un peu à Kéoulo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Abdoulaye Wade en regardant droit à cette caméra? J'ai l'impression, toujours dans l'image du passé, il a été un dialogue. On s'est battu pour rien. On s'est battu pour rien. On m'avait dû reprocher de mener la bataille avec le cœur.
qu'en politique, on ne mène pas la bataille avec le cœur. Quand j'ai dormi dans la jeunesse des jeunes de la Médina, on me l'a reproché, n'a pas pourquoi j'ai diffusé cela. Mais quand j'écoute Badragnan qui me dit « j'ai été jeté », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Badragnan, l'homme a tout fait de Maître Wade. Il ne peut pas aujourd'hui être un vieillard qui traîne dans Dakar et qui n'a même pas une voiture pour se déplacer. Pour sortir, il faut qu'il appelle quelqu'un qui doit attendre au moins une demi-journée et qui vient le prendre pour le déposer là où il va. Et il n'est même pas sûr qu'on vienne de le reconduire chez lui à la maison. C'est triste, mais je déconseille à la jeunesse de lutter avec des gens en qui. Parce qu'il y a des gens qui ont la bouche sucrée. Laurent Gbagbo est monté à Paris avec une bouche sucrée. Je l'ai promotionné aveuglément comme Maître Wade. Il a pris le pouvoir à Abidjan, il n'a pas été capable de remettre en cause le colonialisme français. Au contraire, il a voulu composer avec, et c'est quand il a commencé à trahir qu'on l'a vidé. Et on a mis à la place Alassane Ouattara. Parce que le colonialisme français, c'est d'abord la franc-maçonnerie qui recrute les jeunes depuis les lycées jusqu'à l'université.